Aujourd'hui, nous allons refaire l'histoire et si Dominique de Villepin avait gagné l'élection présidentielle en 2007. Pour que ce scénario soit crédible, il faut modifier un paramètre clé juste avant 2007, l'affaire Clearstream. Dans notre réalité, cette affaire a tué Villepin politiquement. Dans ce scénario alternatif, nous allons supposer que l'affaire se retourne contre Nicolas Sarkozy ou s'effondre suffisamment tôt pour laisser le champ libre au dauphin de Jacques Chirac. Voici le scénario. La mise à mort du petit Nicolas. Septembre 2006. L'air est électrique à Paris. Le scandale Clearstream, qui devait être le tombeau de Dominique de Villepin, devient son piédestal. Les juges, contre toute attente, blanchissent le Premier ministre et pointent du doigt une manipulation venue de l'intérieur. Nicolas Sarkozy, piégé par sa propre impatience, trébuche. Lâché par l'appareil chiracien qui tenait sa vengeance, il renonce à la primaire de l'UMP pour éviter l'humiliation. Jacques Chirac, fatigué mais l'œil frisant de malice, pose sa main sur l'épaule de son grand blond. « Dominique, c'est à vous. » Le sacre sans bling-bling. Mai 2007. Le soir du 6 mai 2007, il n'y a pas de fête au Fouquet's. Pas de lunettes Ray-Ban, pas de yacht de milliardaire. Dominique de Villepin apparaît au balcon du QG de l'UMP. Il est immense, théâtral, sa chevelure d'argent captant les projecteurs. Face à Ségolène Royal, il a gagné sur la stature. Les Français, effrayés par la brutalité du monde, ont choisi le poète plutôt que la Madone. Son premier discours est une envolée lyrique de 20 minutes sur l'histoire de France. Les commentateurs sont admiratifs, mais déjà une petite musique s'installe. C'est beau, mais est-ce qu'il connaît le prix d'une baguette de pain? Le colbertisme de crise, 2008. Quand la banque Lehman Brothers s'effondre, le monde tremble. Sarkozy aurait couru partout pour refonder le capitalisme. Villepin, lui, se fige dans une posture de statut du commandeur. Il convoque les patrons du CAC 40 à l'Élysée, il ne négocie pas, il ordonne. La France ne laissera pas la spéculation dicter sa loi à la nation. Il nationalise temporairement 2 banques et un Renault. C'est le retour de l'État fort, l'État de Gaullien. L'opinion publique adore ce panache tricolore. La popularité de Villepin est au zénith. Il incarne une protection hautaine. On ne l'aime pas comme un ami, on le respecte comme un général. L'isolement splendide, 2009-2010. Mais le style Villepin a un coût, la solitude. À l'international, Barack Obama ne supporte pas ce Français qui lui cite Tocqueville et refuse obstinément de réintégrer le commandement de l'OTAN. En Europe, Angela Merkel est exaspérée par ce président qui arrive en retard au sommet et parle de destin continental sans regarder les tableurs Excel. L'Allemagne et la France s'éloignent. Villepin joue la carte de l'amitié russe, recevant Vladimir Poutine à Versailles avec des fastes impériaux, persuadé que la diplomatie est une affaire d'hommes forts et de secrets d'alcôve. Le piège libyen, printemps 2011. C'est le tournant dramatique. Le printemps arabe éclate. En Libye, Kadhafi menace de noyer Benghazi dans le sang. Bernard-Henri Lévy tente d'appeler l'Élysée, mais Villepin ne prend pas l'appel. Il méprise l'ingérence émotionnelle. Hanté par le souvenir de l'Irak en 2003, fidèle à sa doctrine de non-ingérence, Villepin refuse l'intervention militaire. « On n'apporte pas la démocratie avec des rafales », déclare-t-il froidement aux 20h de TF1. Les chars de Kadhafi entrent dans Benghazi, la répression est brutale, mais invisible et étouffée. Il n'y a pas d'intervention occidentale. Kadhafi survit, affaibli, mais il reste en place. Sur la scène internationale, la France est traitée de pays cynique. L'aura morale de 2003 s'effondre. Villepin n'est plus le héros de la paix, il est devenu le complice silencieux des tyrans au nom du pragmatisme. Mais le Sahel est épargné. Sans la dispersion de l'arsenal libyen, le terrorisme ne s'enracine pas au Mali. La France conserve son image en Afrique au prix de son image humanitaire. La chute du poète, 2012. La campagne de 2012 est un calvaire. La France s'ennuie. Elle est fatiguée des phrases à rallonge, du style aristocratique, de ce président qui ne semble jamais transpirer, jamais souffrir. Le chômage a augmenté et le lyrisme ne remplit pas les frigos. Face à lui, François Hollande joue une partition redoutable. Pas celle du président normal face au président hyper, comme avec Sarkozy, mais celle du président proche face au président lointain. Hollande parcourt les marchés, serre des mains, rit, mange du fromage accompagné de vin chaud. Villepin, lui, publie un mémoire sur les arcanes du pouvoir. L'erreur est fatale. Le peuple y voit une arrogance insupportable.
Le soir du second tour, le verdict tombe. Dominique de Villepin est battu. Nicolas Sarkozy, qui a reconstruit l'UMP dans l'ombre en jouant la carte populiste et sécuritaire, a refusé d'appeler à voter pour son rival intime. Villepin quitte l'Élysée sous une pluie battante, seul, sans se retourner, laissant derrière lui une France intacte, mais isolée, fière mais incomprise. Il n'y aurait pas eu de Karcher, pas de casse-toi pauvre con, mais une lente érosion d'un pouvoir trop hautain pour être aimé. Les qualités qui auraient fait élire Villepin, son auteur, son refus de la guerre, deviennent les causes exactes de sa chute, déconnexion, cynisme diplomatique. Pourtant, son ombre plane encore sur la France de 2026. C'est un pays paradoxal. Industriellement souverain et énergétiquement indépendant, il est cependant diplomatiquement isolé au sein d'une Europe atlantiste qu'il a toujours snobée. Politiquement, la droite a explosé entre une ligne sociale souverainiste et une dérive identitaire. La France est devenue une forteresse, respectée pour sa puissance, mais solitaire, un vieux pays qui a refusé de se fondre dans la mondialisation.